Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, 3% du PIB correspondent à des recettes fiscales non perçues par l'État à cause des allègements fiscaux accordés par le gouvernement. Mais pour que Madagascar puisse bénéficier du programme FEC, Facilité élargie de crédit, le pays doit réduire chaque année ses allègements à hauteur de 280 milliards d'ariars pendant 3 ans. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Économie et des Finances a décidé de réappliquer la taxe de 20% sur les intérêts bancaires, comme l'a annoncé aujourd'hui la ministre de tutelle. Détails sur les images de Yves Janel. Près de 70% des allègements fiscaux accordés par l'État concernent le riz. Toutefois, la taxation sur le riz ne peut plus être augmentée afin de préserver le pouvoir d'achat de la population malagasy. Or, selon les engagements pris auprès du FMI, Madagascar doit réduire ses dépenses fiscales de 280 milliards d'ariars par an pour continuer à bénéficier du FEC. En 2024, ces dépenses fiscales s'élevaient à environ 2400 milliards d'ariars, soit 3% du PIB, explique la ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asbe Lourabarnirinarsan. Ce ne sont pas les emprunts eux-mêmes qui sont taxés, mais les intérêts perçus par les banques sur ces emprunts, a précisé la ministre. Cette taxe existait déjà auparavant, mais le gouvernement avait accordé un allègement en 2006. Par exemple, si vous empruntiez 1 million d'ariars à un taux d'intérêt de 10%, vous remboursiez 1 100 000 ariars. Avec la nouvelle application de cette loi, vous paierez désormais 1 120 000 ariars. Toutefois, les mesures d'application de cette taxe n'est pas encore fixées, toujours selon la ministre. L'État collabore étroitement avec le FMI, les gendarmes financiers internationaux et les partenaires techniques et financiers pour examiner la situation budgétaire, a-t-elle rajouté. Et toujours en économie, un atelier de formation de 2 jours organisé par Afritac Sud et ATI a débuté aujourd'hui à Antananarivo. Ces 2 structures offrent des formations et une assistance technique aux agents de l'administration publique œuvrant dans le domaine des finances. L'objectif est de renforcer la gestion des finances publiques et d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Détails toujours sur les images de Yves Janel. Des économistes, des banquiers, des gestionnaires financiers, ainsi que de nombreux responsables venus de 46 pays africains participent actuellement à cette rencontre à Antananarivo. Organisé par Afritac Sud et ATI, ce rendez-vous du FMI est divisé en 2 volets. L'un consacré à l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et l'autre à la gestion des finances au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Concernant la mobilisation des recettes fiscales, qui reste relativement faible à Madagascar par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne, Afritac Sud propose plusieurs pistes d'amélioration. D'axes sur lesquels on travaille avec les autorités pour augmenter les recettes fiscales. Peut-être deux points essentiels dans les discussions qu'on a. Donc un premier point, c'est sur l'élargissement de la base fiscale. En termes de réduction de ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Ça c'est un deuxième point est relatif aux discussions qu'on a sur l'amélioration de la progressivité du système de taxation. L'atelier de 2 jours qui se tient à Ivanj vise aussi à faire bénéficier les entreprises publiques du savoir-faire d'Afritac. Cela leur permettrait de renforcer leur autonomie financière et de ne plus représenter une charge pour l'État. Dans les actualités également, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, à travers ses directions régionales, renforce les contrôles habituels menés quotidiennement sur l'ensemble des circuits de distribution commerciale à travers l'île, avant, pendant et après les festivités nationales, notamment face aux cas successifs d'intoxication alimentaire de ces derniers temps. Natera Kutuma, Funza Ranjiansu, pour plus de détails. Avant la fête nationale, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, via ses directions régionales,
n'a cessé de renforcer les inspections et les contrôles des produits périmés et non conformes aux normes face aux cas répétés d'intoxication alimentaire constatés depuis quelques jours. Ainsi, 500 kilos de marchandises ont été saisies et incinérées par la Direction régionale de l'industrialisation et du commerce dans la région Anti-Mondjefen après les contrôles effectués sur les marchés de Touliar avant la fête nationale. Les produits incinérés comprenaient des jus de fruits, des biscuits et des produits cosmétiques périmés et non conformes aux normes sanitaires. Des produits périmés et non conformes ont également été saisis et incinérés dans la région Anos avant la fête nationale. Des mesures spécifiques ont été prises concernant la vente de mortadelles sur les marchés afin de prévenir les risques d'intoxication alimentaire durant les festivités. Dans la région Bonglav, la plupart des commerçants ont respecté les normes commerciales. Il est important de préciser que ces contrôles font partie des missions quotidiennes du ministère. Néanmoins, ils ont été renforcés eu égard aux circonstances actuelles. Des échantillons ont été également prélevés tels que des huiles, des farines ou du lait pour des analyses approfondies et envoyées dans la capitale. En plus de la destruction des produits non conformes, les commerçants concernés ont été convoqués auprès des bureaux des directions régionales de l'industrialisation et du commerce afin d'appliquer les sanctions prévues par la loi. Ces contrôles renforcés ne se limitent pas seulement aux régions d'Anti-Mondjefen, Anos et Bonglav, mais s'étendent à tout le territoire national et se poursuivent quotidiennement, même après la fête nationale. Et toujours dans ce contexte, les défenseurs des droits des consommateurs appellent les citoyens à consommer davantage les produits locaux. Toutefois, selon leur explication, chacun doit rester vigilant afin d'éviter la consommation des produits contrefaits ou périmés. Aujourd'hui, ces défenseurs ont sensibilisé les commerçants du quartier d'Analakel sur l'importance de l'hygiène pour prévenir les cas d'intoxication alimentaire. Les défenseurs des droits des consommateurs encouragent les citoyens à accorder une valeur particulière aux produits locaux afin de soutenir les entrepreneurs nationaux. En revanche, ils appellent chacun à la prudence face aux produits contrefaits. Selon leur explication, il n'y a aucun bénéficiaire à empoisonner ses compatriotes à travers une production malhonnête. Les défenseurs des consommateurs ont aussi sensibilisé aujourd'hui les vendeurs d'Analakel à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Les aliments, notamment ceux prêts à être consommés, doivent impérativement être protégés de la poussière et des saletés. Le respect de l'hygiène permet de prévenir les intoxications alimentaires, toujours selon les explications. Et dans un autre sujet, 2 individus ont été interceptés par la police de l'air et des frontières hier vers 17h, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour Dubaï en possession illégale de lémuriens. Ces lémuriens ont été dissimulés dans les caisses en bois camouflées sous des nouilles instantanées. Les suspects sont actuellement en garde à vue pour enquête, tandis que les animaux protégés ont été placés en quarantaine pour observation. Vers 17h hier, ces 2 individus, un Comorien naturalisé malagasy et une jeune femme malagasy, s'apprêtaient à embarquer sur le vol Emirates EK708 à destination de Dubaï lorsqu'ils ont été arrêtés par la PAF. Selon les explications, une source anonyme a informé les autorités, ce qui a permis la mise en place d'un dispositif d'interception. Lors de la fouille de leurs bagages, les forces de l'ordre ont découvert 4 lémuriens, 2 femelles adultes et 2 petits mâles, placés dans des caisses en bois contenant de la glace et camouflés sous des nouilles. Ils tentaient donc de faire passer clandestinement ces animaux vers Dubaï. D'après les premières constatations, les lémuriens proviendraient du nord-ouest de Madagascar, potentiellement de l'aire protégée d'Ankarafatsk. Ces animaux sont inscrits sur l'annexe 1 de la CITES. À Madagascar, leur capture, leur élevage, leur vente et leur exportation sont strictement interdits par la loi. Si les animaux ont été capturés dans une aire protégée, l'acte constitue une infraction grave conformément au Code des aires protégées. D'après les informations recueillies, cette tentative de trafic ferait partie d'un vaste réseau. Le ministère de l'Environnement appelle la population à la vigilance et à la collaboration. Il encourage chacun à signaler tout comportement suspect en appelant le numéro vert 950. Des enquêtes judiciaires sont en cours contre ces trafiquants.
Les 4 lémuriens saisis sont actuellement placés en quarantaine dans un lieu sécurisé en attendant leur réintégration dans leur habitat naturel. En plus du trafic illégal d'espèces menacées, les suspects seront également poursuivis pour tentative de corruption, selon nos sources. Il aurait proposé jusqu'à 1 500 $ aux policiers pour qu'ils ferment les yeux sur cette affaire. En éducation, même étant bien préparés grâce aux révisions, certains candidats ont rencontré des difficultés lors des épreuves de Malagasy en ce premier jour de BEPC. Felana Rakutarsoul. C'est surtout la grammaire qui a posé problème à la majorité des candidats ce matin pour cette première journée du BEPC. Malgré cela, plusieurs d'entre eux ont jugé l'épreuve de Malagasy assez facile. En revanche, les sciences naturelles ont suscité davantage d'inquiétudes. Toutefois, les élèves affirment que la plupart des sujets avaient déjà été revus en classe. Nombreux sont les parents qui ont choisi de ne pas travailler durant les 4 jours de l'examen afin de soutenir leurs enfants. C'est le cas de cette mère de famille qui a pris un congé pour pouvoir préparer le repas pour ses enfants pendant toute la durée de l'examen. Pour rappel, les épreuves de Malagasy et de SVT ont eu lieu aujourd'hui, tandis que les mathématiques et le français sont prévus pour demain, deuxième jour des épreuves. Les enseignants-chercheurs locaux ainsi que des techniciens européens renforcent les compétences des jeunes dans la filière liée à l'eau. Ce lundi, la possibilité de délivrer des diplômes de licence et master dans ces filières a été examinée au sein de 5 universités de Madagascar, dont l'université d'Antananarivo. Détail avec Andiniana Martina et Sech Andjanab. L'accès à l'eau potable représente aujourd'hui un grand défi pour Madagascar, notamment face aux menaces liées au changement climatique. Les solutions doivent partir des techniciens malagasy. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du projet Défi Eau. Ce projet, financé par l'Union européenne, vise à renforcer les compétences au niveau de l'enseignement supérieur afin de développer les filières universitaires liées à l'eau. 5 universités malagasy sont concernées par ce projet, dont l'université d'Antananarivo. Actuellement, des techniciens et experts malagasy ainsi qu'étrangers travaillent à la mise en place d'effectifs des diplômes de licence et master dans ces filières, dont le démarrage est prévu prochainement. Une assemblée générale de l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet Défi Eau s'est tenue aujourd'hui pour examiner cette intégration des diplômes dans les 5 universités partenaires du projet. Et dans le cadre du renforcement de la lutte contre la malnutrition dans le sud de Madagascar, l'Office national de la nutrition a bénéficié d'un appui logistique. Il s'agit d'un véhicule tout-terrain et de 78 motos destinées aux agents communautaires de santé. Ces équipements faciliteront la coordination des interventions sur le terrain. Ce soutien s'inscrit dans la stratégie nationale de réduction de la malnutrition chez les mères et les enfants, notamment dans la région d'Anossi. Andoniane Martina. Madagascar s'est fixé comme objectif de réduire de 30% d'ici 2027 le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 2 ans, dans le cadre du programme gouvernemental PARN, programme d'appui à la résilience nutritionnelle, axé sur la santé et la nutrition communautaire. Cette ambition passe par un renforcement du système de santé local, particulièrement pour les mères et les enfants. 3 districts de la région Anossi bénéficient de ce programme, Betchouk, Tolanyar et Ambosaratsimu. La remise du véhicule tout-terrain et des 78 motos de la région Anossi vient ainsi appuyer la mise en œuvre de cette stratégie. Ces moyens de transport seront utilisés par les animateurs communautaires en santé, a confirmé la coordinatrice nationale de l'ONN, professeure Anne-Marie Daniel. Cette dotation constitue un renforcement concret de la politique générale de l'État en matière de protection sociale et de développement humain, a-t-elle affirmé. Ce projet PARN, qui renforce la lutte contre la malnutrition à Madagascar, est mis en œuvre dans les 15 régions du pays, dont celle d'Anossi. Il est financé par la Banque mondiale.
Et de nombreux projets de développement seront mis en œuvre dans la commune de Massenjai, district d'Avarajan, au cours du second mandat du maire nouvellement réinstallé. Une attention particulière sera accordée aux agriculteurs qui représentent 85% de la population et approvisionnant en légumes non seulement la capitale, mais aussi d'autres régions. La résolution des conflits fonciers se poursuivra également selon les explications du maire. Les projets de développement de la commune de Massenjai couvrent plusieurs domaines: éducation, santé et soutien social aux habitants. Les réhabilitations de routes sont aussi prioritaires car Massenjai est une commune à forte production agricole. Chaque jour, ce sont jusqu'à 4 camions de grande taille qui quittent la commune pour approvisionner la capitale en légumes variés comme les carottes et les prêdes. Cet approvisionnement s'étend même au-delà d'Antananarive jusqu'à Tuamasen, qui est aussi alimenté par la production locale. L'objectif est de faire de Massenjai un modèle dans le district d'Avarajan, soutient le maire Angianu Menzanar Stella Marius. En plus du soutien aux agriculteurs par la fourniture de semences et la mise en place de circuits de commercialisation, la résolution des problèmes fonciers se poursuivra dans la commune, a-t-il déclaré. Le développement est au cœur de ce second mandat qu'il entame, après avoir été élu sous la bannière de l'IRMAR. Son investiture officielle a eu lieu ce week-end. Et sport, pour terminer les actualités locales, plus d'une centaine d'athlètes ont participé au concours Body Perfect qui s'est tenu le week-end dernier au Mining Business Center Ivatu. Le professionnalisme des participants, qu'ils soient en catégorie amateur ou professionnel, a particulièrement marqué cette édition. Narsou Razakassan et Michel Ragoutsan pour plus de détails. Les performances techniques présentées par les athlètes lors du concours Body Perfect 2025 ont surpris plus d'un. L'événement s'est distingué par une organisation structurée autour de 2 catégories, amateurs et professionnels. Ce format a permis de doubler le nombre de participants par rapport aux éditions précédentes. Plusieurs figures du bodybuilding, longtemps absentes de la scène, ont également fait leur retour en force. Selon le président de la fédération, ce type de rencontre permet non seulement de préparer les championnats du monde, mais ouvre aussi davantage la voie à la scène internationale pour les années à venir. Voici les résultats par catégorie. Championne Miss Bikini, Rakut Javal Tila. Champion classique physique, Numedzana Arfali. Champion men's physique, Léon Sanissé. Champion masters bodybuilding, Rakut B. Élysée. Et champion senior bodybuilding, Andjiatslav Na Joseph. À l'international, température record en Espagne et au Portugal, refuge climatique en Italie et une canicule d'une ampleur géographique jamais vue en France. Le sud de l'Europe étouffe lundi sous une chaleur qui s'est abattue pendant le week-end sans perspective de répit immédiat. France 24. En terrasse, personne au soleil, tout le monde à l'ombre. 37 degrés hier à Limoges, c'était la journée la plus chaude de l'année en France. Dans l'après-midi, le centre-ville s'est vidé au profit des quelques lieux ombragés comme les halles. Ceux qui sont à l'apéro soufflent un peu, ceux qui travaillent en revanche souffrent de cette température difficilement supportable. Bah moi, déjà j'ai un torchon pour mon front, j'ai un torchon pour les verres. Non, et c'est horrible, même mes moteurs pour toutes mes machines, elles ont du mal. C'est compliqué, mais on tient le coup. Dans le sud de l'Europe, la chaleur est suffocante, notamment en Espagne. 46 degrés en Andalousie ce week-end. Déjà 34 à Madrid ce midi. Ce parc a même été fermé à cause des températures attendues. Cette chaleur n'est pas normale pour cette période de l'année. Chaque année, j'ai l'impression que Madrid se réchauffe de plus en plus, surtout dans le centre-ville. C'est du jamais vu. Cette chaleur étouffante qu'on a à Madrid, ça n'existe nulle part ailleurs. Toute l'Europe de l'Ouest subit les conséquences d'un dôme de chaleur. Une masse d'air chaud venue du Maghreb où les températures frôlent actuellement les 50 degrés. Il a toujours fait chaud l'été, mais avant là où il faisait chaud, maintenant il fait très chaud. On faisait sans problème les 30 degrés, maintenant on va faire les 35 et on va même atteindre les 40. Et ça devient presque la nouvelle norme, ce qui est remarquablement inquiétant.
En Italie, 21 villes, dont Rome, ont été placées en alerte maximale pour la chaleur. Si on arrive à trouver de la climatisation, dans les musées par exemple, c'est supportable. Mais si on décide d'aller voir le pape à midi en plein soleil, là ça devient intenable. En Italie, les premiers orages sont attendus aujourd'hui, mais les températures, elles, resteront au-dessus des normales de saison. Et les fortes chaleurs vont une nouvelle fois perturber la fin de l'année scolaire, alors que Météo France a déclenché la vigilance orange canicule dans 84 départements, avec des températures entre 34 degrés C et 40 degrés C attendues entre ce lundi et mercredi. France 24. La semaine a à peine commencé qu'il faut déjà venir récupérer les enfants. Cette école de Seine-et-Marne ferme ses portes cet après-midi à cause des fortes chaleurs. Sortie anticipée pour les enfants, organisation chamboulée pour les parents plutôt compréhensifs. C'est pourquoi ils ont fermé l'école? Voilà. Nous ça va parce qu'on est à la maison, mais je me mets à la place des parents qui doivent travailler l'après-midi quand on est prévenu le dimanche. Et là avec les chaleurs qui sont en train de monter, rien que ce matin c'était un peu compliqué, moi je suis rassurée de la récupérer. Et à la limite je préfère qu'ils soient à la maison, au moins ils seront au calme, s'ils veulent dormir ils peuvent faire la sieste avec la chaleur. En France, 200 écoles sur 45 000 sont concernées. Dans cet établissement à Tours, seuls 7 élèves sans solution sont accueillis. Ils iront dans un collège cet après-midi car ce matin, la température dans certaines salles de classe était déjà très élevée. Nous sommes là, on est à 32 degrés le matin à 9h15. Donc vous imaginez bien qu'en plein après-midi, le thermomètre monte largement au-dessus des 35 degrés. Toutes les écoles de Tours seront également fermées demain après-midi. Les bâtiments des années 60 sont trop vétustes, mal isolés selon la commune, qui dit ne plus avoir le choix. On a fait toutes les mesures palliatives possibles, c'est-à-dire arroser les enfants pendant les récréations, mettre des ventilateurs, décaler les agents pour que le matin les classes soient aérées. Et donc on est un peu au bout des mesures palliatives. Certains bâtiments mal conçus et comme ici à Marseille, des aménagements extérieurs insuffisants. C'est ce que dénoncent ses parents. L'école reste ouverte, mais ils réclament des espaces ombragés dans la cour. Les grosses chaleurs, elles se multiplient chaque année. C'est pas nouveau. On a l'impression qu'on découvre ça aujourd'hui. Rien n'est prévu. Il y a un moment donné où il faut équiper les bâtis pour que les enfants et les professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions. Malgré les fortes chaleurs attendues cette semaine, le ministère de l'Éducation réaffirme que l'année scolaire se terminera bien ce vendredi. Pour terminer, un tireur pyromane est suspecté d'avoir tendu une embuscade puis tué 2 pompiers en intervention sur un incendie dans l'État américain de l'Idaho avant d'être retrouvé mort, ont annoncé les autorités. France 24. Une banale intervention pour incendie qui se transforme en fusillade. Appelés pour des feux de broussailles dans le nord de l'Idaho ce dimanche, ces pompiers ont été pris pour cible par des tirs quelques instants seulement après leur arrivée sur les lieux. Plusieurs pompiers héroïques ont été attaqués aujourd'hui alors qu'ils intervenaient sur un incendie dans le nord de l'Idaho. Il s'agit d'une attaque directe et odieuse contre nos courageux pompiers. Je demande à tous les habitants de l'Idaho de prier pour eux et leurs familles en attendant d'en savoir plus. 2 pompiers ont été tués, un 3e grièvement blessé dans ce que les forces de l'ordre ont rapidement qualifié d'embuscade. Dans la soirée, le corps du tireur a lui aussi été retrouvé sur les lieux après un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Nous pensons que le suspect a allumé l'incendie et qu'il s'agissait d'une embuscade et que c'était intentionnel. Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Selon le Gun Violence Archive, il y a eu 189 fusillades de masse cette année aux États-Unis, définies par l'organisation comme des incidents où au moins 4 personnes autres que le tireur sont tuées ou blessées. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez avec nous tout de suite après pour la soirée frisson comme tous les lundis avec le film Megan. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.